Regardez bien ces images d'exoplanètes que la NASA nous partage régulièrement. Des paysages sublimes, des couchers de soleil doubles, des océans bleus scintillants. C'est magnifique, non? Eh bien, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous. La NASA vous ment. Enfin, pas totalement, mais elle omet volontairement la partie la plus sombre de l'histoire. Ces terres 2.0 ne sont pas des paradis. Ce sont, pour la plupart, des chambres de torture cosmique. Et aujourd'hui, on va lever le voile sur ce qui vous attend vraiment si vous posiez le pied sur ces mondes. On parle souvent de la zone habitable, cette région magique où l'eau peut être liquide. Mais la science moderne nous révèle que l'habitabilité est un concept bien plus vicieux. Prenez Proxima Centauri b, notre plus proche voisine. La NASA la présente comme une cible prioritaire, mais elle oublie souvent de mentionner des éruptions de rayons X massives de son étoile qui grilleraient votre ADN en quelques secondes. On a exploré ce qui se passerait si vous tentiez d'y atterrir, et, croyez-moi, l'accueil est loin d'être chaleureux. Dans cette compilation spéciale, on va classer ces mondes du simple inconfortable au pur cauchemar. On va voyager vers Kepler 452b, souvent appelée la grande sœur de la Terre, pour voir si ses promesses de vie tiennent la route face à la réalité de sa gravité écrasante. On a passé au peigne fin des dizaines de mondes, du niveau 1 au niveau 100 de la terreur. On s'est même posé la question la plus morbide qui soit. À quoi ressemblerait votre fin, concrètement, sur chacune de ces exoplanètes? Spoiler, entre les pluies de verre latéral et les océans de lave, vous allez regretter notre bonne vieille atmosphère terrestre. Le but de ce live n'est pas de vous dégoûter de l'astronomie, mais de vous montrer la réalité brutale derrière les pixels des rendus d'artistes. La conquête spatiale, c'est aussi accepter que l'univers ne veut pas forcément notre bien. Alors, avant qu'on commence ce voyage vers l'enfer galactique, dites-moi dans le chat, si vous deviez choisir, vous préféreriez mourir de froid sur une planète errante ou brûler vif sur une super Terre? On lance la machine, accrochez-vous à votre siège, on part pour le grand tour des exoplanètes les plus hostiles jamais découvertes. Chase meurt souvent. Mais aujourd'hui, c'est encore pire. Chase va mourir sur toutes les exoplanètes. Bien que nous n'ayons pas pu inclure chacune d'entre elles, car l'univers est très vaste, nous nous sommes assurés d'inclure les plus redoutables. En commençant par Kepler 22b. Je n'y vais pas. Kepler 22b est une super Terre. Elle fait 2,1 fois le rayon de notre planète et 9 fois sa masse. Elle orbite dans la zone habitable de son étoile. Elle a donc toutes les conditions nécessaires pour accueillir la vie. Mais comme toutes les planètes, elle a aussi 1001 façons de vous tuer. Personne n'a jamais mis les pieds sur Kepler 22b pour le vérifier. Mais cette planète pourrait avoir une atmosphère riche en oxygène. De l'oxygène. D'accord, vous allez essayer de me tuer avec de l'oxygène. Bon courage. Je respire ce truc tous les jours. Eh bien, trop d'oxygène pourrait être mortel. Oxygène. Sérieusement, l'oxygène peut me tuer. Regarde ça. 32,8% d'oxygène détecté. Empoisonnement imminent. Vous voyez, tout va bien. Qu'est-ce que c'est? Non, tout ne va pas bien. C'est l'hyperoxie. On dirait un grand bocal rond. Kepler 22b est grande. Elle fait plus du double de la taille de la Terre. Il y a de fortes chances que la pression sur cette exoplanète soit également beaucoup plus élevée. Et lorsque vous mélangez une atmosphère riche en oxygène et un environnement à haute pression, vous obtenez un effondrement de tout votre système cardiovasculaire en quelques minutes. Votre visage et vos mains commenceraient à se crisper. Vous auriez la nausée. Vous ressentiriez toujours cette euphorie de l'oxygène, mais à ce stade, votre vision se rétrécirait. Puis, vous commenceriez à avoir des quintes de peau. Au bout de 10 minutes, vous ne pourriez plus vous tenir debout.
votre corps commencerait à trembler et votre coordination deviendrait, eh bien, non coordonnée. Vous seriez incapable de survivre aussi longtemps. À l'intérieur de votre corps, vos poumons seraient sur le point de s'effondrer. Et ce n'est qu'un des gaz atmosphériques qui pourrait vous tuer. Si Kepler 22b a trop de dioxyde de carbone dans son atmosphère, vous disparaîtriez encore plus vite. Ça va. Non, cette fois, je n'ouvrirai pas mon casque. La dernière fois, c'était un accident. Je n'appuierai plus sur ce bouton. Alerte. Niveau critique de dioxyde de carbone détecté. Pourquoi ce bouton ne referme-t-il pas ma visière? Contrairement à respirer beaucoup d'oxygène, inhaler beaucoup de dioxyde de carbone ne vous rendrait pas heureux. Cela vous plongerait directement en hypercapnie. C'est lorsque vous avez trop de dioxyde de carbone dans votre circulation sanguine. Il ne vous resterait que 10 minutes à vivre. Vous commenceriez à respirer plus vite et votre rythme cardiaque augmenterait considérablement. La pression s'accumulerait dans votre cerveau et votre vision deviendrait floue. Ou vous pourriez ne plus rien voir du tout. Ensuite, il y a les nausées, les convulsions et enfin, l'effondrement cardiovasculaire total. Vous êtes mort. Quoi? Non. Je vais bien. Vraiment bien. C'est juste que je ne vois plus rien. Je ne sens plus rien. Et je me sens vraiment malade. Et tout ça à cause de 2 gaz atmosphériques connus. Imaginez un peu tous les composés extraterrestres que nous ne connaissons pas. L'atmosphère de Kepler 22b pourrait avoir un gaz acide qui vous brûle de l'intérieur. Ou un gaz acide qui vous brûle de l'extérieur. Ou un gaz acide qui... Arrêtons de spéculer sur les différents gaz acides. Bon, la spéculation, c'est un peu notre spécialité. Mais d'accord, passons à quelque chose dont nous sommes sûrs. L'atmosphère épaisse de Kepler 22b pourrait provoquer des tempêtes d'une violence extrême. Cette planète pourrait également avoir du dioxyde de soufre ou des oxydes d'azote dans l'atmosphère. Ces produits chimiques se mélangeraient à l'eau pour devenir des pluies acides. Franchement, c'est quoi votre obsession avec l'acide? C'est un de vos délires? Désolé, Chase, nous sommes juste dans la séquence acide de la vidéo. Donc, si une planète super-Terre comme Kepler 22b possédait une atmosphère aussi dense et avec une telle pression, cela signifie qu'il y aurait également des tempêtes extrêmes. Dans ces tempêtes intenses, attendez-vous à voir beaucoup de foudres gigavolt. Et, comme tout le monde le sait, mieux vaut ne pas rester à proximité d'objets hauts pendant un orage. Le plus fou est que Kepler 22b est l'exoplanète la plus prometteuse en termes d'habitabilité de cette vidéo. Je lui donne un 5 sur 10. À partir de maintenant, ça ne fait qu'empirer. TRAPPIST 1d est l'une des 7 exoplanètes de la taille de la Terre, regroupée dans un système stellaire situé à 40 années-lumière. La distance entre certains de ces mondes extraterrestres est encore plus petite que la distance entre la Terre et notre Lune. Toutes ces planètes orbitent autour d'une étoile naine rouge froide, TRAPPIST 1, et au moins 3 d'entre elles se trouvent dans la zone habitable de leur étoile. C'est cool parce que TRAPPIST 1d pourrait avoir de l'eau liquide à sa surface, et depuis là-bas, vous pourriez voir les autres planètes trappistes. Il a raison. Regardez, c'est TRAPPIST 1C et B. Ouh, y'a quelqu'un? C'est quoi le plan ce soir? On bouge? Ouais, ces
planètes trappistes sont tellement entassées que les impacts d'astéroïdes sur ces mondes sont aussi fréquents qu'imprévisibles. Un astéroïde déchiré par la gravité d'une planète pourrait pleuvoir sur Trappist 1D sous la forme d'une pluie de météores. Et cela pourrait être mortel. Mais ce n'est pas tout. Toutes les exoplanètes trappistes orbitent très rapidement autour de leur étoile. Trappist 1D fait le tour complet en seulement 4 jours. Cette rapidité, combinée à une proximité extrême de son étoile, crée des conditions météorologiques intenses. En raison de petites distances, Trappist 1D reçoit des rafales directes et violentes de vent stellaire. Ce n'est pas tout à fait du vent que vous pouvez sentir. Ce sont des torrents de particules chargées qui frappent la planète avec une telle rapidité et puissance qu'elles arrachent l'atmosphère. Lors de vents stellaires, l'atmosphère de Trappist 1D se réchauffe et se dilate, tout en cuisant la planète. Lorsque les vents s'apaisent, l'atmosphère se rétrécit et provoque des chutes soudaines de pression. Ce cycle crée des vents forts et des changements rapides de température sur la planète. Et ce n'est pas fini. Ça ne m'enchante pas du tout. Trappist 1D est en rotation synchrone avec son étoile, ce qui ajoute à la pression intense et aux différences de température. Bon, là je suis côté jour et il fait déjà bien trop chaud. Rico, donne-moi la température. Température actuelle, 35 degrés Celsius, 38 degrés Ah, pourquoi ça Celsius, augmente si 48 rapidement? degrés Celsius, 55 degrés Celsius, 73 degrés Celsius. Ah non, il y a dû y avoir un vent stellaire. Je vais griller sur place. Ah, ah, ah. Trappist 1D est assez épique. J'aime cette pluie de météores, c'est magnifique. Je lui donne un 8 sur 10 pour les visuels. Kepler 186f est l'exoplanète la plus semblable à la Terre que nous ayons trouvée dans la zone habitable d'une étoile. Elle est 10% plus grande que notre planète et environ 40% plus massive. Kepler 186f pourrait être une véritable réplique de la Terre en dehors de notre système solaire. Attendez, pas d'ogive, pas de missile, pas de chou de Bruxelles, c'est bien mieux que la Terre. Température mesurée, 23 degrés Celsius. Parfait, j'adore. Ça me donne envie de gambader. Oh ouais, alors ça, c'est parfait pour sautiller. Rico, analyse les niveaux d'oxygène, je vais enlever mon casque. Oxygène atmosphérique à 24%. Oh, génial, super. Je suis sûr que je peux enlever mon casque ici. Regardez cet endroit, il est parfaitement habitable. Il y a de la vie qui pousse partout. La vie végétale sur une planète extraterrestre ne signifie pas que la planète est habitable pour vous. La vie ici a peut-être évolué différemment. Peu importe, monsieur Essie. Parfois, il suffit juste de prendre des risques pour libérer son chase intérieur. Ça m'a l'air pas mal. Ouais, je pense que nous avons un gagnant. Je pense. C'est une chose de respirer de l'air extraterrestre. Mais respirer des spores de plantes extraterrestres potentiellement mortelles, oui, cela pourrait arriver. Sur les mondes extraterrestres, tout est possible. Pour info, je prendrais plus de risques si je revenais à la vie à chaque fois que je mourrais. Bref, continuons.
Bon, d'accord, j'ai enlevé mon casque dans un champ rempli de spores toxiques. Oh, envoyez-moi en prison. L'évolution de l'espace est dingue. Ça ne va pas les plantes ici. Mon casque, il ne me quitte plus désormais. Ah, Rico, de quoi est faite cette pluie? Les précipitations actuelles sont composées à 100% d'acide sulfurique. Des pluies acides encore? Certaines lunes et planètes sont connues pour avoir des précipitations régulières de produits chimiques autres que l'eau. Par exemple, la lune de Saturne, Titan, est si froide qu'il pleut du métal. Il ne fait pas assez froid sur Kepler 186f pour ça, mais la pluie de n'importe quelle planète réagira toujours avec les gaz dans l'atmosphère. Si cette planète a suffisamment d'activité volcanique et de dioxyde de soufre produit par la décomposition naturelle, cette pluie pourrait être assez concentrée. Bientôt fini avec cette exoplanète? Je veux sortir de cette pluie. Bien sûr, c'est possible. D'accord. Je vais essayer de rentrer en courant en vaisseau. J'en ai marre de cette pluie. On dirait que nous n'avions pas tout à fait terminé. L'acide sulfurique l'a complètement brûlé. Quoi? Eh bien, c'était comme un cours de chimie, ou le film Alien. Je ne suis pas sûr. Je donne 4 sur 10 à cette planète. Je ne recommande pas. Voici Proxima Centauri b. Son exposition constante aux radiations en fait le Hulk des exoplanètes. Cette planète orbite autour de Proxima du Centaure, une étoile naine rouge qui ne fait que 1/8 de la masse de notre Soleil, mais capable de libérer des éruptions solaires 100 fois plus puissantes. Un vrai complexe de Napoléon, cette étoile. Proxima Centauri compense pour quelque chose. C'est sûr. Eh bien, en 2019, les scientifiques ont enregistré l'une des plus grandes éruptions solaires jamais observées. Proxima Centauri a éclaté dans une violente méga-éruption et est devenue 14 000 fois plus brillante pendant 7 secondes. Et ces événements qui libèrent des radiations ne se produisent pas seulement une fois tous les 100 ans. Proxima Centauri a des éruptions solaires tous les jours. 1 seconde sur cette planète et votre corps est empoisonné. Et Chase est déjà là depuis 1 minute. Eh bien, heureusement que ma combinaison est isolée contre les radiations. Nananer. Pas contre la quantité de rayonnement provenant de Proxima du Centaure. Niveau de radiation corporelle à 51 sieverts. Le sievert est une mesure de l'exposition au rayonnement dans votre corps. Et 51 sieverts veut dire mort certaine. C'est drôle que vous dites ça, monsieur ici, parce que je me sens pas très bien. Le code génétique de Chase est actuellement en train de muter, provoquant une défaillance lente et totale des organes. Au cours des prochaines heures, la moelle osseuse de Chase cessera de produire des cellules sanguines. Son tractus gastro-intestinal s'arrêtera et une défaillance du système circulatoire provoquera une accumulation de liquide dans son cerveau. Allez savoir ce qui l'a tué en premier. Proxima Centauri b est l'une des exoplanètes les plus meurtrières. Même si vous pouviez survivre à de telles radiations, il serait difficile de gérer les conditions météorologiques extrêmes. Cette exoplanète est en rotation synchrone avec son étoile Proxima Centauri, ce qui signifie qu'un côté est constamment chauffé par l'étoile, tandis que l'autre est tout le temps froid. Du côté jour, l'air est chauffé et monte. Puis, l'air plus frais du côté nocturne s'engouffre, provoquant des vents constants allant jusqu'à 75 km/h.
Ce n'est peut-être pas assez puissant pour vous renverser, mais tout objet se déplaçant à cette vitesse ferait une grosse brèche dans n'importe quelle combinaison spatiale. Même un aussi petit caillou que... Tiens, justement, celui-là. Et avec l'atmosphère fine de Proxima B, eh bien... Ouais, bon. Gare au vent. Et, ok, Proxima Centauri B obtient 5 sur 10. Passons à autre chose. Prochain arrêt sur la liste, Kepler 452b. 60% plus grande que la Terre et plus vieille de 1,5 milliard d'années, cette planète est comme une version plus doyenne de la Terre. Regardez, une autre planète Kepler sur laquelle je vais mourir. Génial. Allez Chase, on vient à peine d'arriver. Oui, mais... Regardez ça. Il me regarde bizarrement. Je sais comment je vais mourir ici. On dirait que la vie végétale a évolué pour résister à la gravité plus élevée de Kepler 452b et à l'exposition intense au Soleil. Comme les conditions sont plus rudes, la vie doit être plus résiliente. Oui, d'accord, je comprends. Mais ça, c'est un peu trop. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ça? Ouh, même moi, je l'avais pas vu venir. Bon, on continue? Oui, passons à autre chose. Vous savez, la Terre a des plaques tectoniques qui se déplacent. Eh bien, la même chose pourrait se produire sur Kepler 452b. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois me mettre sous un bureau ou une porte? Je vois pas de bureau. Kepler 452b a des plantes carnivores, mais pas de bureau sous lequel se cacher en cas de séisme ici. Non. Plus. Tu suffoques encore? Peux-tu vérifier le script? On ne peut pas varier un peu? Ça devient barbant. Bon, il a été mangé par une plante géante, mais... D'accord. 7 sur 10 pour moi alors. C'est juste que ce serait bien d'avoir plus de séquences d'action, ok? « 55 Cancri E est littéralement un enfer de planète. Ah, génial. Trop génial. Tellement génial. J'adore quand vous décrivez les choses comme un paysage d'enfer. Allez, Rico, on descend, qu'on en finisse. Comme la plupart des exoplanètes rocheuses qui orbitent près de leur étoile, 55 Cancri E est verrouillée par les marins. Et oui, elle se trouve à environ 2,2 millions de kilomètres de son étoile. Cela peut sembler beaucoup en termes terrestres, mais en termes spatiaux, c'est vraiment très proche. La température de surface du côté jour de la planète est supérieure à 2400 degrés. Cela signifie que le sol ici n'est même pas rocheux, c'est de la lave en fusion. Chase est sur le point de découvrir. On est bientôt arrivé? Non, Bientôt arrivé? non, Bientôt arrivé? non, Bientôt arrivé? non. Bientôt arrivé? Bientôt arrivé? Bientôt arrivé? Bientôt arrivé? Bientôt arrivé? Atterrissage terminé. Enfin. Analyse de l'atmosphère. 79,32% d'oxyde de silicium, 18,83% de composés de carbone. 55 Cancri E a une composition chimique unique.
tellement riche en carbone que près d'un tiers de la masse de la planète est en fait du diamant pur. Pardon? Pourquoi vous m'avez pas dit ça avant? Ça change tout! Je vais être riche, bébé! Dites-le avec moi, les amis. Hashtag à bientôt la dette. Oh, j'ai un mauvais pressentiment. Les amis, le sol est littéralement de la lave. Bon, ça va être lent et douloureux. Rico, mets du jazz. Quand j'ai dit enfer, je ne mâchais pas mes mots. Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire et il n'y fait que 464 degrés. Ici, il fait 5 fois plus chaud que ça. Je donne un 7 sur 10 à cette planète. Cette planète sombre et rocheuse est aussi inhospitalière qu'elle en a l'air. LHS 3844b, ouais, c'est dur à dire, est verrouillée par les marées et en orbite proche de son étoile. Sur son côté diurne, il fait toujours environ 765 degrés. Et sur son côté nocturne, les températures descendent à des centaines de degrés en dessous de zéro. Avec une absence d'atmosphère, il n'y a aucun moyen pour la chaleur de se transférer de l'autre côté de la planète. LHS 3844b est complètement exposé aux dangers de l'espace. Eh bien, elle me ressemble beaucoup en ce sens. Exposée aux dangers de l'espace. C'est tout? Qu'est-ce que c'est? Une NM? Ouais, on dirait bien une NM. Quasi pas de masse. Faut manger, hein? Wow. Oups. Elle n'a pas apprécié. Cette éruption solaire vient d'inonder toute la planète d'une dose mortelle de radiation. Désolé, Chase, ça va se reproduire. Encore un empoisonnement par radiation? Mais c'est comme ça qu'on a commencé la vidéo! Vous connaissez la chanson. L'effondrement total de tout votre corps. On dirait que cette fois, vous perdez aussi vos cheveux. Vous avez réussi à éviter ça la dernière fois. Et cette fois, l'explosion de radiation a également touché Rico. Dites-moi qu'il n'y a plus de radiation maintenant. Seul le temps nous le dira. C'est encore plus lent et plus douloureux que de mourir avec de la lave. Il n'y a pas de jazz. À seulement 4 années-lumière de la Terre se trouve l'exoplanète la plus proche découverte par les scientifiques, Proxima Centauri b. Et elle pourrait être la première exoplanète où nous trouverions de la vie extraterrestre. Qui de mieux pour l'explorer que notre coéquipier interstellaire Chase? Oui, c'est vrai. Je suis mort sur chacune des exoplanètes que j'ai visitées. Mais cette fois, ça sera pas la même. Votre décompte de morts est bien au-dessus de la moyenne. Ouais, mais Proxima Centauri b, ça va marcher. Il faut que ça marche.
C'est tellement proche de la Terre que je pourrais me faire livrer ma pizza au thon direct avec Deliveroo, genre taille normale. En plus, tout le système se rapproche de la Terre maintenant, donc dans genre 30 000 ans, je serai à seulement 3 années-lumière. La mauvaise nouvelle, c'est qu'après quelques milliers d'années, Proxima Centauri b s'éloignera encore plus de la Terre et HH Andromedae deviendra l'étoile la plus proche de la Terre, à part le Soleil. Et malheureusement, cette étoile n'a pas de planète. Ah, mais pourquoi tu dois toujours être rabat-joie comme ça? Bien que Proxima Centauri b se trouve dans le système stellaire le plus proche de nous, elle est toujours très loin. Si vous partiez de la Terre aujourd'hui, vous atteindriez le système stellaire Alpha Centauri dans environ 165 000 ans, plus ou moins. Regardez, on est presque arrivé. Je peux voir les 3 étoiles d'ici. C'est exact. Proxima Centauri b orbite autour d'une étoile appelée Proxima Centauri. Et cette étoile fait partie du système stellaire Alpha Centauri, qui n'a pas 1 ni 2, mais 3 soleils. Là, c'est Alpha Centauri A et ça, c'est B. Elles orbitent super près l'une de l'autre. Et ça, c'est Proxima Centauri. Son orbite est un peu plus lointaine, mais elles sont liées les unes aux autres gravitationnellement. Un peu comme moi et Rico. On est comme les 2 doigts de la main. On est super proches et ensemble, on est des mecs super cool. Et puis, il y a le gars de Essie. Il traîne dans le coin et on préférait qu'il soit... Les ordinateurs ne ressentent ni sentiment de loyauté, ni lien émotionnel. Waouh, Rico! Aïe! Peu importe. Lance la séquence d'atterrissage sur Proxima Centauri b. C'est stylé ici. Proxima Centauri b se situe dans la zone habitable de son étoile hôte. Mais le fait qu'elle soit dans la zone habitable ne signifie pas qu'elle soit habitable. Ouais, juste parce qu'une planète possède une zone habitable ne veut pas dire qu'elle est habitable. Et juste parce que je meurs sur une planète ne veut pas dire qu'elle n'est pas habitable. Faut suivre, les gars. Bien qu'il aurait pu mieux le formuler, Chase n'a pas tort. Proxima Centauri est une naine rouge, ce qui la rend très différente du Soleil de la Terre. En tant que naine rouge, elle est beaucoup plus petite et plus froide. Elle est également bien plus efficace pour brûler toute sa réserve d'hydrogène. Cela signifie que Proxima Centauri a une espérance de vie beaucoup plus longue que celle du Soleil. Cette naine rouge brillera de manière stable pendant des trillions d'années, bien après que le Soleil soit à court d'hydrogène et qu'il se gonfle pour devenir une géante rouge. Oh ouais, bébé. Quand dans 5 millions d'années, les petits terriens seront en train de mourir pendant une explosion apocalyptique du Soleil, je serai là, pépouze, pendant 4 trillions d'années. Eh bien, Proxima Centauri b n'est peut-être pas le meilleur endroit pour se détendre. Son étoile, Proxima Centauri, ne diffuse qu'environ 0,1% de la luminosité du Soleil. Cela signifie que Proxima Centauri b doit orbiter beaucoup plus près de son étoile pour obtenir suffisamment d'énergie pour potentiellement soutenir la vie. Et être trop près d'une naine rouge comporte quelques conséquences dangereuses. M'en parle pas, les éruptions solaires. J'oublie toujours ces saletés d'éruptions solaires. C'est exact. Cette naine rouge émet des rafales mortelles et imprévisibles de radiation extrême. Ces éruptions transportent tellement d'énergie qu'elles pourraient arracher l'atmosphère de la planète. Non! 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 Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi tout doit toujours être compliqué? Non! Pourquoi la vie ne peut pas être simple pour une fois? Les rafales ultraviolettes de l'étoile naine rouge arrachent des électrons aux particules de l'atmosphère de la planète. À mesure que de plus en plus d'électrons négatifs s'échappent dans l'espace, ils entraînent également les ions positifs avec eux. Ce phénomène d'évasion constant enlève la plupart de l'atmosphère, laissant la planète avec à peine de gaz à retenir. Bon, si tout ça est vrai, c'est peut-être pas habitable ici finalement. Rico, tu me fais une lecture de l'atmosphère? Échantillonnage. Calcul en cours. Atmosphère fine détectée. Traces de dioxyde de carbone, de méthane et d'azote. Très bien, bon, je vais explorer un peu et voir si je peux trouver de l'eau et... peut-être construire un abri quelque part.
Je peux faire de ce caillou une vraie maison. Proxima Centauri b a un autre secret sombre. Elle est verrouillée par les marées avec son étoile, ce qui signifie que la planète tourne à la même vitesse qu'elle orbite autour de Proxima Centauri. Seul un côté de Proxima Centauri b fait face à son étoile, et ce côté est éternellement exposé à la lumière. L'autre côté est plongé dans l'obscurité éternelle. Eh bien, c'est plutôt dramatique, non? Il faut que je choisisse bien mon emplacement. Est-ce que je veux être une créature de la nuit lubrique ou un mec de jour parfaitement sain? Une dépression saisonnière toute l'année ou un coup de soleil permanent? De grosses stuff constantes ou lire un livre une fois de temps en temps? Chaud. Oh, frère, c'est chaud. Laisse-moi réfléchir. Oh, je sais. Je vais m'installer dans la zone Terminator. La zone Terminator est la zone entre le côté jour et le côté nuit d'une planète. La Terre en a une aussi, mais elle se déplace constamment. Sur une planète verrouillée par les marées comme celle-ci, la zone Terminator reste en place. Il faut que j'ai des températures plus modérées et un accès facile aux deux côtés de la planète. C'est peut-être aussi là-bas que je trouverai de l'eau. Je ne veux même pas parler du fait que la zone Terminator est l'endroit le plus habitable de toute la planète. Ça n'a vraiment aucun sens. Zone Terminator, hasta la vista, baby. Où est ton père et que fait-il? Monte dans l'hélico. Monte dans l'hélico. Monte dans l'hélico. Arrivé à la zone Terminator. Le Terminator de la Terre, ou la zone crépusculaire, s'étend sur environ 60 km. Si Proxima Centauri b a une atmosphère mince, sa zone crépusculaire serait un peu plus petite. C'est toujours assez bien pour y construire ma petite cabane. Allez, au boulot. Je construis tout ça pour que ça soit à l'épreuve des radiations. Avec les tonnes de rayons UV que va balancer celui-là, il faut bien tout isoler. Bien sûr, personne n'est jamais allé sur Proxima Centauri b pour confirmer si elle a une atmosphère ou à quoi elle ressemble. Pour découvrir l'atmosphère des planètes lointaines, les scientifiques utilisent une méthode appelée spectroscopie de transit. Lorsqu'une planète passe devant son étoile, une partie de la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète. En étudiant les changements de cette lumière, les astronomes peuvent déterminer quels gaz sont présents dans l'atmosphère d'une planète. Et on peut le faire depuis la Terre. C'est plutôt cool. Mais la spectroscopie de transit ne fonctionne pas sur toutes les exoplanètes. Et elle ne fonctionne pas pour Proxima Centauri b, car cette exoplanète ne traverse pas son étoile de manière à ce que nous puissions l'étudier ici. Si Proxima Centauri b n'a pas d'atmosphère, elle pourrait avoir une température de surface de moins 40 degrés. Si elle a une atmosphère, elle pourrait être aussi chaude que 30 degrés. Ce serait une excellente nouvelle, car cela signifierait que Proxima Centauri b pourrait soutenir de l'eau liquide à sa surface. Et là où il y a de l'eau liquide, il pourrait y avoir de la vie. Ah mec, c'est du boulot. Je crève de chaud ici. Je vais aller faire un petit tour du côté de la zone de nuit, histoire de me rafraîchir un peu. Me faire un petit cocktail. Voir s'il n'y a pas des demoiselles de l'espace dans le coin. Ok, je suis bien rafraîchi, c'est cool. Je sais pas où je suis. Il fait super noir et j'y vois comme à travers une pelle. Rico, tu peux me ramener à la zone Terminator, s'il te plaît? La zone Terminator est à 5 km au nord. Ok, mais c'est par où le nord, Rico? Je ne vois rien du tout.
ici ou le nord, Rico? Tu sais que je peux te reprogrammer si j'aimerais retourner au vaisseau un jour et je pourrais faire en sorte que tu sois pas un gros loser. Tu sais ce que ça veut dire, Rico? Vraiment embarrassant. Peu importe. Rico. Ah, peu importe. Au secours? Quelqu'un? Rico? Le mec de ici? Ah, même lui répond même plus. Ok les gars, j'ai besoin de vous dans les commentaires pour trouver de quel côté est le nord. Je peux vous dire que c'est... pas par là. Du coup... aidez-moi. Ok. Essayons par là. Eh bien, on dirait que nous avons perdu Chase dans l'obscurité de Proxima Centauri B. Ce qui est dommage. Il ne revient en fait qu'après sa mort. Oh punaise, je l'ai fait. J'ai cru que j'étais condamné à errer dans ce purgatoire cosmique affreux pour le restant de mes jours. J'ai besoin de me faire une petite pause santé mentale de jour. Rico, apporte-moi ma chaise de relaxation. Comme c'est beau. Il aurait dû rester dans la zone Terminator. Une explosion comme ça, droit dans le visage. La chaleur et la radiation cuiraient vos entrailles en une seconde. C'est l'une des planètes les plus dangereuses de l'univers. Une énorme planète déserte, brûlante et sans atmosphère. Il s'agit de TOI 849b, et c'est la plus grande planète rocheuse que nous connaissons. Si vous vous y rendiez, vous n'auriez aucune chance de survie. Elle est extrêmement proche de son étoile, faisant grimper sa température à 1500 degrés. Et croyez-le ou non, cette planète n'est qu'un niveau 5 sur notre liste de planètes terrifiantes. Dans cette vidéo, nous allons voyager à travers l'univers, à la découverte des lieux les plus terrifiants que nous puissions trouver. Nous commençons par le niveau 5 avant d'augmenter progressivement jusqu'au niveau 100. Poursuivons avec TRES-2b, classé au niveau 10. Connu sous le nom de Jupiter chaud. C'est un nom donné aux géantes gazeuses de la taille de Jupiter qui orbitent très près de leur étoile. Elle se trouve à environ 750 années-lumière de la Terre. Et il y fait vraiment sombre. Peut-être que vous n'avez pas peur du noir, mais c'est une obscurité particulière. Cette planète absorbe 99,9% de la lumière qui la frappe, bien plus que tout autre objet cosmique connu. Sur Terre, ce qui s'en rapproche le plus est le charbon, qui absorbe 95% de la lumière. La NASA l'appelle la planète de la nuit éternelle. Et maintenant que vous avez atterri ici, vous voyez que c'est vrai. Il fait nuit noire. Mais comme TRES-2b est très proche de son étoile, il fait aussi très chaud. Et à cause de cela, lorsque vous la regardez, vous pouvez voir une lueur rouge foncée. C'est en fait l'atmosphère de la planète qui se réchauffe. Ça fait peur. C'est parti pour le niveau 15. Celui-ci est vraiment terrifiant. Vous n'allez pas seulement sur une nouvelle planète, mais vous remontez aussi dans le temps. Quelques centaines de millions d'années en arrière. Il s'agit de KOI 5501, également connu sous le nom de Kepler 70b. Lorsque son étoile a brûlé tout son hydrogène, ses couches externes ont gonflé et sont devenues une géante rouge. C'est le moment où nous vous déposons sur cette planète terrifiante. Autrefois, elle avait la taille de Jupiter, mais après avoir été engloutie par l'étoile en expansion, elle est maintenant encore plus petite que la Terre. Si vous pouviez survivre d'une manière ou d'une autre à cela, vous verriez les couches externes de gaz et de liquide se défaire à cause de la friction avec la couche externe de l'étoile. Et la planète finira par être réduite en cendres.
il fait maintenant 6800 degrés, ce qui en fait l'une des planètes les plus chaudes de tous les temps. Ce qu'il reste de la planète s'évapore lentement et, bientôt, elle aura complètement disparu. Bon, revenons au présent. Il est temps de visiter un autre type d'enfer pour le niveau 20. Si vous vous êtes déjà demandé ce que c'est que d'être un œuf à la coque, c'est l'occasion de le découvrir. Je suis sûr que ce sera une expérience énorme. Vous avez compris ma blague ? Bienvenue sur Gliese 1214b, un monde aquatique chaud et humide d'environ 8 fois la masse de la Terre. Mais son rapport Terre-eau est un peu différent du nôtre. 75% de sa masse provient de l'eau et seulement 25% de son noyau rocheux. L'atmosphère est également incroyablement chaude et suffocante. L'océan a des milliers de kilomètres de profondeur. Et si vous plongiez jusqu'en bas, vous vous retrouveriez coincé sous de l'eau à très haute pression. Dans les fonds, ça devient assez étrange et les choses se transforment en plasma. Niveau 25. Découvrons maintenant une planète où il fait plus que chaud. Un endroit où la chaleur atteint des sommets inimaginables. Bienvenue sur Kelt 9b, une géante gazeuse 3 fois plus massive que Jupiter. Si vous envisagiez d'y aller en voiture à 100 km/h, il vous faudrait environ 7 milliards d'années pour y arriver. Inutile de dire que ce n'est pas une option. Appuyez sur l'accélérateur. Ou plutôt, passez à la vitesse lumière. Mais même en voyageant à la vitesse la plus rapide qui soit, cela vous prendra 667 ans. Et une fois sur place, ce sera tout sauf agréable. Kelt 9b est l'exoplanète la plus chaude jamais découverte. La température de surface est supérieure à 4300 degrés pendant la journée. Il fait si chaud que la chaleur déchire les molécules du côté de la planète qui fait face à l'étoile. Si vous vous aventuriez ici, vous ne seriez pas simplement vaporisé. Les molécules qui composent votre corps se diviseraient en atomes. On peut vraiment parler d'une fusion cosmique avec l'univers. Cette exoplanète est également bombardée par une énorme quantité de rayonnement de son étoile Kelt 9, à tel point qu'elle perd petit à petit son atmosphère. Un jour, cette exoplanète sera complètement érodée. Il est temps de passer au niveau 30, ce que la NASA appelle la création ultime de Frankenstein. À 1200 années-lumière se trouve WASP-12b, une géante gazeuse qui est 1,8 fois plus large et 1,4 fois plus massive que Jupiter. C'est un autre Jupiter chaud. La planète orbite si près de son étoile qu'un voyage autour de celle-ci ne prend que 1,1 jour terrestre. Et l'attraction gravitationnelle est tellement extrême que WASP-12b a été déformée. Elle a la forme d'un œuf. Mais ce n'est pas le pire. C'est comme un cauchemar, parce que WASP-12b est littéralement en train d'être déchirée. L'étoile autour de laquelle elle orbite retire de la matière de la surface de la planète. Si vous deviez vous y rendre, peut-être seriez-vous aussi emporté. Dans 10 millions d'années, tant de matériaux seront aspirés de la planète qu'elle aura complètement disparu. Son nom était prémonitoire. Was veut dire « était » en anglais, donc littéralement « était une planète ». Vous comprenez ? Non. Prochaine destination, AU-MIC B, située dans le système planétaire AU Microscopie. Elle orbite autour d'une étoile naine rouge âgée de 22 millions d'années. Elle est si sombre qu'on ne peut pas la voir à l'œil nu. Mais vous la sentiriez. Pourquoi ? Parce que cette étoile inonde la planète de rayonnement intense. Sur cette planète, vous seriez frappé par des explosions de rayons X, provoquant la fuite de l'hydrogène atmosphérique de la planète. Il n'y a donc aucune chance de vie sur AU-MIC B. Sans parler du fait que la planète entière est piégée dans un disque de poussière. Bonne chance pour vous en sortir. Bon, allons-nous-en. Au niveau 40, c'est une planète appelée HD 8606b. J'aime dire que celle-ci est une expérience chaude et orageuse. Son orbite n'est pas un cercle parfait autour d'une étoile centrale. L'orbite est très allongée et bizarre, et la planète se déplace comme une comète. Au cours de son orbite de 111 jours, HD 8606b passe près de son étoile pour ensuite s'en éloigner fortement. Ok,
Atterrissons ici quand il est très proche de son étoile parente. Depuis les nuages au-dessus de cette planète, vous verrez son soleil devenir de plus en plus grand. J'espère que vous avez emporté votre combinaison de refroidissement, car il va faire extrêmement chaud. La température passera de 500 à 1200 degrés en seulement 6 heures. La chaleur est si intense que vous aurez l'impression d'être au milieu d'une explosion massive. C'est impossible de survivre à ça, mais où aller pour y échapper? Il n'y a pas non plus de répit de l'autre côté de la planète. Cette température provoque un réchauffement de l'atmosphère, faisant souffler les vents à plus de 17 000 km/h. Donc, même si vous surviviez d'une manière ou d'une autre à la fournaise cosmique, vous seriez violemment secoué par cette tempête. Dirigeons-nous vers K241b, situé à environ 200 années-lumière de la Terre. Il s'agit d'une grande planète de lave rocheuse en orbite près de son étoile. Si proche qu'une année ici dure moins de 7 heures. La surface est incroyablement chaude et les océans de magma sont partout. Mais ce qui rend K241b vraiment unique, ce sont les roches. Il y a des roches sur le sol, dans l'océan et même dans l'atmosphère. Dans la chaleur intense, les roches et les atomes de sodium se vaporisent et sont projetés à des vitesses supersoniques vers le côté froid de la planète, où ils retombent sous forme de pluie de pierre. Ce serait comme se trouver dans un glissement de terrain. Une fois tombées, ces roches se retrouvent dans l'océan de magma, suivent le courant et le cycle se répète. Mais ce n'est pas amusant de se faire frapper la tête avec des pierres, alors il est temps de partir d'ici. De loin, cette prochaine planète ressemble un peu à la Terre. Ça a l'air plutôt sympa. Mais ne vous fiez jamais aux apparences, ni à une planète pour sa couleur. Voici l'exoplanète HD 189733b. Et la seule chose en HD que vous verrez en arrivant, c'est votre mort. Les vents sur cette planète soufflent à 7 fois la vitesse du son. Dès votre arrivée, vous serez emporté par le vent, projeté dans les airs, tourbillonnant sans fin à travers l'atmosphère. Et si cela ne suffisait pas, vous allez regretter de ne pas avoir pris votre parapluie en métal. Car sur cette planète, il pleut du verre. Si les vents ne vous tuent pas, les éclats de verre pluvieux finiront le travail. Bien, passons à notre prochaine destination. Espérons que vous avez une excellente assurance santé, car vous vous dirigez vers une planète pire que la précédente. Il s'agit de HR 5183b, une planète 3 fois plus massive que Jupiter, qui n'orbite autour de son étoile qu'une fois tous les 74 ans. Si les humains y vivaient, la plupart d'entre nous ne célébreraient qu'un seul anniversaire dans toute notre vie. Cette planète a une orbite elliptique étrange. Lorsqu'elle est loin de son étoile, elle se déplace lentement le long de l'orbite. Puis, à mesure qu'elle s'en rapproche, elle devient soudainement beaucoup plus rapide. Cette accélération soudaine est la raison pour laquelle elle a reçu son nom de planète Whiplash, qui signifie coup de lapin. La puissante attraction gravitationnelle de l'étoile la fait accélérer. Cette trajectoire inhabituelle perturbe également d'autres planètes qui pourraient se déplacer de manière plus ordonnée autour de leur étoile. HR 5183b est donc parfois qualifiée de boule de démolition. Après ce voyage et une visite chez le médecin pour traiter votre coup du lapin, je suis sûr que vous êtes prêts pour une nouvelle planète. Bienvenue au niveau 60 de Terreur cosmique. WASP 107b est parfois appelée la planète Barbe à Papa ou planète Guimauve. Ça n'a pas l'air si effrayant. Allons jeter un coup d'œil. Waouh, il pleut du sable ici. Pourquoi? Parce qu'il fait 1000 degrés. Cette chaleur transforme le sable en vapeur de silicate, qui monte ensuite dans l'atmosphère pour retomber en minuscules particules de sable trop petites pour être vues. Mais au fil du temps, elles s'agglomèrent et recommencent leur cycle de pluie ardente. Oh, et aussi, cette planète est si gonflée qu'il n'y a pas de surface solide. Il n'y a rien sur quoi poser le pied. Il fait chaud, il pleut du sable et il n'y a pas de terre ferme. Définitivement pas l'idéal pour une journée à la plage. Notre prochaine destination, la planète Poltergeist, que je classerais comme vraiment effrayante. Située à 2300 années-lumière,
c'est l'une des premières exoplanètes à avoir été découverte. Pour comprendre pourquoi votre visite sur cette planète va être très désagréable, laissez-moi vous parler des pulsars. Ils sont créés lorsqu'une étoile massive explose, éjectant la majeure partie de sa masse avant que son noyau ne s'effondre sur lui-même. Devenant un objet ultra dense qui tourne à une vitesse effroyable. C'est ça, un pulsar. Son champ magnétique est intense et il émet 1 tonne de radiation, le baiser de la mort pour quiconque lui rend visite. Sur Poltergeist, vous ressentirez toute la force de ces radiations, des rayons gamma aux ondes radio. Et à cause de la pulsation, vous serez frappé par un rayonnement stroboscopique. Malheureusement, ce n'est pas une boîte de nuit. Vous serez également bombardé de minuscules particules sortant du pulsar. Au revoir, dense floor radioactif. Au niveau 70, à 57 années-lumière de la Terre, il y a une planète qui est particulièrement terrifiante. Il s'agit du GJ504b. Ne vous laissez pas tromper par sa couleur magenta séduisante. Toute cette planète est faite de gaz qui brille en rose. Mais ce gaz n'est que de l'hydrogène et de l'hélium. Alors, pourquoi est-il rose? C'est parce que cette planète est assez jeune, elle n'a que 160 millions d'années. Elle dégage encore de la chaleur depuis sa formation. La température de surface est de 230 degrés, et cette chaleur lui donne une lueur rosée. Et si nous devions creuser dans la planète, vous remarqueriez un noyau incroyablement chaud au centre. GJ504b est énorme, 4 fois plus grande que Jupiter. Sa gravité, 10 fois supérieure à celle de la Terre, serait mortelle, ce qui rendrait difficile la remontée de votre sang. Vos os pourraient se briser et vous pourriez tomber au sol, incapable de vous relever. Il est temps de quitter ce cauchemar rose étouffant. Direction LTT 9779b, l'exoplanète la plus brillante jamais découverte. Mais, une seconde ici, vous tuerez sur le champ. D'une part, il y a la chaleur torride. Le côté diurne atteint environ 2000 degrés. Il réfléchit également 80% de la lumière de son étoile haute, au point de vous aveugler. Qu'est-ce qui reflète la chaleur? Des nuages métalliques. La chaleur provoque l'évaporation des métaux sur la planète, de sorte que l'atmosphère est saturée de vapeurs de verre et de métal. Ces vapeurs finissent par former des nuages métalliques. Et surtout, ne respirez pas, sauf si vous mourrez d'envie de savoir ce que ça fait de respirer du titane en vapeur. Si vous pensez que la pluie de titane est terrible, notre prochain arrêt est pire, mais avec une touche de classe. Nous passons au niveau 80 et atterrissons sur L9859d, une planète 1,5 fois plus grande que la Terre. C'est la plus petite exoplanète connue avec une atmosphère. Peut-être verrons-nous enfin un peu de vie? Vous avez hâte? Désolé, il y a un petit problème. Ce sera une expérience extrêmement malodorante. N'y n'allez pas, sinon vous allez sentir l'œuf pourri. Vous m'avez bien compris. L'atmosphère de cette planète est riche en dioxyde de soufre et en sulfure d'hydrogène, qui sentent comme les égouts. C'est probablement parce que, à mesure que la gravité de l'étoile parente les tire et la comprime, la surface de cette planète est secouée par des volcans. Les gaz nauséabonds sont libérés par ces éruptions volcaniques. Alors que vous retenez votre souffle, vous ne pourrez pas non plus bouger. La planète est recouverte d'océans de magma et il fait horriblement chaud. La recherche de formes de vie, ce sera pour une prochaine fois. Tant pis. Il est temps de quitter cette planète qui pue. Dirigeons-nous vers un endroit connu comme l'enfer du trou noir. Au niveau 85, c'est au tour de Porphyrion, un endroit où vous trouverez des jets émis par des trous noirs jumeaux. Ces jets sont gigantesques et s'étendent sur 23 millions d'années-lumière d'un bout à l'autre. Vous feriez mieux de vous tenir à l'écart, sinon vous serez frappé par d'énormes flux d'énergie et de particules qui jaillissent du trou noir. Une énergie égale à 1 billion de soleils. Si vous pouviez vous téléporter au milieu, vous seriez instantanément vaporisé. Mais attendez, les choses ne sont-elles pas généralement aspirées dans un trou noir? Pourquoi des courants d'énergie jaillissent-ils?
C'est parce qu'une partie de la poussière et du gaz qui sont aspirés dans le trou noir est surchauffée. Et au lieu de tomber dedans, elle est expulsée. Il est temps de sortir de cet enfer de trou noir. Passons au niveau 90, qui est un peu plus pittoresque. Vous atterrirez sur le 55 Cancri E, une planète au cœur étincelant de diamants et au ciel scintillant. Vous vous demandez ce qui rend cette planète si terrifiante. C'est parce que j'ai omis un petit détail. 55 Cancri E est recouverte d'un océan de lave. On y revient dans une seconde. Cette planète est située à seulement 41 années-lumière et orbite autour de son étoile 55 Cancri A en seulement 18 heures. Et comme elle est très proche de son étoile, il fait aussi incroyablement chaud. Si vous atterrissiez à sa surface, vous plongeriez dans un océan de lave en fusion. Une façon assez horrible de mourir. Mais si vous leviez les yeux, vous pourriez apercevoir un ciel scintillant. Ce sont des silicates qui se sont évaporés pour former des nuages, réfléchissant la lave en dessous. Sur cette prochaine exoplanète, il pleut une chose extraordinaire. Nous sommes sur WASP 121b, où du côté nuit, il pleut du métal et des pierres précieuses. Bienvenue au niveau 95. En forme de ballon de football, ce Jupiter chaud a une température diurne de 3000 degrés. Si vous atterrissiez de ce côté, ce ne serait pas seulement vous qui brûlerez. Il fait si chaud que les scientifiques disent que divers métaux comme le fer, le magnésium, le chrome et le vanadium sont vaporisés et flottent dans l'atmosphère sous forme de gaz. Si vous regardez l'atmosphère, vous verrez des molécules d'eau scintiller lorsqu'elles se décomposent en atomes d'oxygène et d'hydrogène. Du côté nuit, les températures sont presque divisées par deux. La différence extrême entre les deux faces provoque des vents puissants, si puissants que vous seriez balayé et soufflé du côté obscur. Et il y fait également assez chaud, environ 1500 degrés. Trop chaud pour que l'eau se condense, mais les molécules d'hydrogène et d'oxygène se combinent à nouveau pour former de la vapeur d'eau. Et si vous étiez encore en vie, vous auriez des pierres précieuses qui pleuvraient sur vous. Ce n'est plus tellement un trésor. Pour notre dernier arrêt, j'ai à la fois hâte et peur. Voici GJ 1132b, à 41 années-lumière. Il s'agissait autrefois d'une planète gazeuse semblable à Neptune avec une épaisse atmosphère d'hydrogène. Mais ensuite, elle a été frappée par un rayonnement intense par son étoile et a perdu toute son atmosphère d'origine. L'activité volcanique à la surface a provoqué l'infiltration d'autres gaz et la création d'une nouvelle atmosphère. J'espère que vous portez votre masque, car ici, au niveau 100, sans prendre de précautions, vous respirerez du gaz toxique. Il y a de l'hydrogène, du méthane, du cyanure d'hydrogène et un quatrième composant qui est similaire au smog que nous avons sur Terre. Alors oui, si vous respirez ce truc, vos poumons ne vont pas être contents. Le cyanure d'hydrogène est utilisé dans la guerre chimique. Inhaler même de petites quantités provoque des maux de tête, des étourdissements, des nausées et des vomissements. Et si l'on continue à respirer, des convulsions et la mort. Après avoir exploré ces exoplanètes mortelles, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une sorte de miracle que nous nous soyons retrouvés avec un endroit aussi agréable que la Terre. Je garderai ça en tête la prochaine fois que je me plaindrai de quoi que ce soit. Il ne fait pas une chaleur torride, il ne pleut pas du verre et du sable métallique. Je ne respire pas de poison. Rico, comment t'as réussi à nous coincer ici? Voilà, c'est la fin. Mon ultime message. Vous ne le recevrez probablement pas avant environ 1800 ans. Et la plupart d'entre vous, voire vous tous, seront sûrement abonnés à d'autres chaînes d'ici là. Certains seront peut-être même morts. Mais si vous êtes encore en train de liker et de vous abonner, j'ai un message très important à vous transmettre concernant ce qui pourrait être la planète de secours idéale pour la Terre 2.0 et la race humaine.
car j'ai vu l'avenir de la Terre, et il est... Depuis que nous avons compris que nous vivons sur un rocher dérivant dans l'espace, les humains rêvent de s'installer sur une autre planète. Mais où irions-nous ? Eh bien, il n'existe aucune alternative habitable dans notre propre système solaire. Je parle bien de toi, Mars, qui est si froide, sèche et décevante. Le seul choix possible serait donc de quitter notre système solaire et de chercher une nouvelle planète sur laquelle s'installer dans l'espace interstellaire. Et la bonne nouvelle est que les scientifiques ont découvert une candidate extrêmement prometteuse, Kepler 452b. Cette exoplanète est une super-Terre qui orbite autour d'une étoile très similaire à la nôtre. Kepler 452b est légèrement plus vieille que la Terre et se situe très confortablement dans la zone habitable de son étoile, Kepler 452. Elle pourrait donc être la destination parfaite pour une future colonisation humaine. Ou alors elle pourrait nous montrer exactement ce qui va arriver à la Terre dans le futur. Et ce ne sera pas réjouissant. Même si Kepler 452b a de très fortes chances d'être habitable, nous n'en savons pas encore assez à son sujet. Mais plus pour longtemps, car dans cet épisode, nous envoyons notre seul explorateur spatial, Chase, pour enquêter et nous faire un compte-rendu. Ah, merci mon pote. Mission entrante. Hein ? Oh non! Ah, tu m'as fait rater mon tir. J'étais à 2 doigts de mon record personnel. Selon mes calculs, impact dans 3, 2, 1. Merci pour l'info, Rico. De rien. Kepler 452b ressemble à une version plus grande et plus ancienne de la Terre. Elle pourrait être un paradis, ou bien un enfer totalement invivable. Le plus gros problème pour toute future colonisation spatiale sera de s'y rendre, car Kepler 452b est incroyablement loin. Oui, ce rocher spatial se trouve à 1799 années-lumière de nous. Autant dire que le voyage sera long. Même si nous propulsions Chase dans l'univers à bord de ce qui est actuellement le vaisseau spatial le plus rapide jamais construit par l'homme, la sonde solaire Parker, ça prendrait quand même une éternité. Cette petite sonde peut atteindre une vitesse impressionnante de 193 km par seconde, soit environ 120 miles par seconde. Et même si elle pouvait maintenir cette vitesse maximale et contenir Chase à l'intérieur, il lui faudrait au moins 2,8 millions d'années pour arriver à destination. Alors pourquoi je suis encore dans cette engin stupide? Même en voyageant à une vitesse proche de celle de la lumière, il faudrait, 1799 années pour atteindre Kepler 452b. Et ça pour l'aller seulement. Alors, si vous voulez envoyer un message de Kepler 452b à la Terre, vous l'avez deviné, il faudrait aussi 1799 années pour qu'il arrive. Pour les besoins de ce scénario, nous allons donc y déposer Chase grâce à un trou de verre. Au lieu de voyager pendant presque 1800 ans, il va prendre un raccourci. Imaginez l'espace comme une feuille de papier. Disons que la Terre est ici, et que Kepler 452b est là. Vous n'avez pas vraiment envie de passer autant de temps dans l'espace. Alors, vous créez un trou de verre qui relie ces deux points, comme un pont. Ce concept vient d'Albert Einstein et de son collègue Nathan Rosen. Ils l'ont appelé le pont d'Einstein-Rosen. Le problème avec ce passage, c'est qu'il est très instable et qu'il peut s'effondrer avant même que vous ayez eu le temps d'arriver à destination. Et tout cela reste purement théorique. Bien sûr, ça ne nous dérange pas vraiment de mettre Chase en danger mortel. Mais cette fois, nous allons lui fournir un trou de verre stable, parce que nous ne voulons pas terminer cette vidéo en le voyant écrasé à l'intérieur de ce pont spatio-temporel. Personnellement, j'aime comparer les trous de verre aux raccourcis chez Ikea. Vous pouvez passer toute la journée à marcher dans un bâtiment qui,
vu de l'extérieur, semble normal, mais qui à l'intérieur paraît infini. C'est presque comme si les architectes d'IKEA savaient comment plier l'espace-temps. Mais si vous trouvez l'un de ces raccourcis, vous n'avez qu'à vous y engouffrer et vous vous retrouvez soudainement à la cafétéria, là où vous voulez être depuis le début, en train de manger ces fameuses boulettes de viande suédoise. Ça va durer encore longtemps comme ça? Je pensais que ça prendrait que quelques secondes. Pas plusieurs minutes ou des heures. Rico, est-ce qu'on est arrivé? Enfin? Wow. Ok. Ça, c'est ce que j'appelle un succès interstellaire. Kepler 452, l'étoile où vous venez d'arriver, est le seul soleil de son système stellaire. Et Kepler 452b est la seule planète qui l'orbite. Notre soleil, avec ses 4,5 milliards d'années, est considéré comme d'âge moyen. Mais Kepler 450 existe depuis bien plus longtemps. Cette étoile a 6 milliards d'années. On peut dire qu'elle se rapproche de la vieillesse. Mais les étoiles ne perdent pas de leur éclat en prenant de l'âge. Non, elles deviennent plus grosses et plus chaudes. Et Kepler 452 est déjà 10% plus grande et 20% plus brillante que notre Soleil. D'une certaine manière, vous regardez l'avenir de notre système solaire. Si nous n'avions qu'une seule planète, et non 8, ou 9, si vous comptez toujours Pluton. En parlant de planètes, Ce que nous faisons. Kepler 452b orbite à peu près à la même distance de son étoile que la Terre autour du Soleil. Et oui, elle se situe bien dans la zone habitable. Ouh, c'est une planète plutôt élégante. Rico, qu'est-ce qu'on fait? On descend ou quoi? Les instruments indiquent une force gravitationnelle élevée. Cool. Kepler 452b est 1,6 fois plus grande que la Terre et 5 fois plus massive. La gravité à la surface y est environ 2 fois plus forte que celle que vous ressentez sur Terre. Oh ouais, et tu sais comment j'aurais pu obtenir cette information? En atterrissant directement. Je suis pas venu ici juste pour la regarder depuis l'espace, monsieur ici. Pénétration atmosphérique en cours. Voilà ce que je disais, Rico. Ah, je savais que t'étais de mon côté. Faisons ce truc. Ok, doucement avec le vaisseau, Rico. Ce n'est pas une location. Kepler 452b orbite dans la zone habitable depuis des milliards d'années. Comme la Terre, mais avec environ 1,5 milliard d'années d'avance. Ce qui signifie que si la vie est apparue sur Kepler 452b au même moment qu'elle est arrivée sur notre planète, cette vie extraterrestre aurait 1,5 milliard d'années d'avance sur nous en termes d'évolution. Qui sait ce que vous pourriez y trouver? La seule réponse acceptable est des extraterrestres canons. Hey les amis, je viens de réussir un nouvel atterrissage sur une planète extraterrestre. Regardez ça.
Enfin une planète sympa. Même si ce n'est pas Kepler 22b. Je sais que c'est votre préférée, même si elle est bizarre. Et si ce n'est pas le cas, dites-le moi dans les commentaires. Où suis-je déjà? Ah oui, je suis sur Kepler 452b. Je vois des nuages, et il y a 2 lunes dans le ciel. Et qu'est-ce que c'est? Oh mon Dieu! On dirait un lac! Vous voyez ça? Ok, donc jusqu'ici, tout va bien. Je vous tiendrai au courant quand j'aurai exploré un peu plus. Franchement, ça a l'air plutôt prometteur. Il fait un peu chaud ici. Bon, terminé pour l'instant. Sur Terre, nous n'en sommes qu'au début du réchauffement climatique, mais Kepler 452b est peut-être bien plus en avance que nous. Elle est peut-être déjà dans une phase d'effet de serre incontrôlable. S'il y avait un océan, il se serait déjà évaporé, ne laissant que quelques lacs résiduels. Marcher toute la journée sous cette gravité, c'est un peu épuisant. Même mes bras sont lourds. C'est comme si j'avais un coach personnel qui me disait sans cesse de faire plus d'efforts. Mais là, c'est en permanence pour chaque geste. Température relevée, 49,5 degrés Celsius. Une planète entière qui ressemble à une salle de fitness gratuite. Avec un de ces cours de hot yoga. Ce qui est plutôt cool, vu le prix des salles de sport. Même si vous ne pouvez jamais vraiment résilier votre abonnement. Sur cette planète, j'imagine que la résiliation, c'est un peu comme mourir. Ce qui n'est pas génial pour vous. Mais si vous cherchez une nouvelle planète où vivre, c'est presque un argument de vente. Même avec une atmosphère dense capable d'absorber une partie de l'énergie solaire, Kepler 452b resterait un endroit hostile. Vous auriez probablement besoin d'un indice de protection solaire SPF sans plus pour vous promener à découvert sous la lumière du jour. Message reçu. Je n'en tire pas cette combinaison, ni ce casque. J'ai déjà appris à mes dépens. Rico, est-ce que cette eau est potable? Négatif. Les fortes concentrations en minéraux rendent cette eau toxique pour la vie. Ah, sérieux? À chaque fois, à chaque nouvelle planète, on trouve de l'eau sublime, mais elle est toujours imbuvable. La prochaine fois, nous allons sur une planète avec de l'eau potable ou je démissionne. Bon, je démissionne pas, mais je veux une augmentation ou un truc du genre. Donc, si c'est ça, l'avenir de la Terre, ce n'est pas vraiment l'endroit où nous voulons emménager. Nous devrions plutôt retourner dans le passé de notre planète, avant que les terriens arrivent et détruisent tout. Les humains sont les pires. Parfois, les planètes deviennent chaudes simplement parce qu'elles ont une atmosphère dense ou qu'elles sont trop proches de leur étoile. Vous vous souvenez de Vénus? Les scientifiques pensent qu'elle était habitable il y a 3 milliards d'années. Puis, des gaz à effet de serre incontrôlés l'ont transformée en un enfer brûlant et pressurisé. Ah ouais, je suis allé sur Vénus une fois et croyez-moi, ce n'était pas une partie de plaisir. Rico, rappelle-moi comment je suis mort là-bas. Accès aux enregistrements. Dégueu. Tu sais, Rico, cet endroit me semble familier. Je n'ai pas été dévoré par une plante ou quelque chose comme ça, juste là? Affirmatif. Ok. Bon, il est temps de conclure. Ce qui semblait être une excellente planète de secours s'avère être plutôt un aperçu de l'avenir de la Terre. Et ça craint. Je veux dire, vous avez encore 1,5 milliard d'années avant que la Terre atteigne les 50 degrés.
Oui, Celsius, pas Fahrenheit. En Fahrenheit, ça fait, je sais pas, 120 et quelques. Et ces plantes extraterrestres effrayantes, non merci. Croyez-moi, vous ne voulez vraiment pas vous en approcher. Elles puent. Et en plus, elles vous arrachent la tête. Rico, on se tire d'ici. Retournons dans le trou de verre et allons boire des margaritas. Calcul du carburant nécessaire pour quitter la planète. Calcul? Qu'est-ce que tu calcules? Aux dernières nouvelles, on avait un demi-réservoir. Carburant insuffisant. Insuffisant quoi? Comment c'est possible? On est coincé sur une planète meurtrière. Non! 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 Une planète avec presque le double de gravité ne demande pas seulement 2 fois plus d'efforts pour se déplacer. Elle nécessite aussi beaucoup plus d'énergie pour en partir. La vitesse de libération est la vitesse nécessaire pour vaincre l'attraction gravitationnelle d'une planète et échapper à son orbite. Sur Terre, elle est de 11,2 km par seconde, soit 6,9 miles par seconde. Mais dans le cas de Kepler 452b, qui est plus grande et plus massive, la vitesse de libération atteindrait environ 19,8 km par seconde, soit 12,3 miles par seconde. Et en raison de l'attraction gravitationnelle plus forte, il faut beaucoup plus d'énergie pour atteindre cette vitesse plus élevée sur Kepler 452b. Il faut environ 60 mégajoules d'énergie pour envoyer 1 kg dans l'espace depuis la Terre. Mais sur Kepler 452b, il faudrait près de 4 fois plus d'énergie, ce qui signifie 4 fois plus de carburant. Les amis, on dirait que je suis à court de carburant. Je sais que certains d'entre vous regardent juste pour me voir mourir dans l'espace et je comprends, c'est vraiment cool, mais cette fois, ce sera différent. Avez-vous déjà vu un homme mourir de solitude? Ce n'est pas joli à voir. Mais c'est loin d'être aussi excitant que d'être écrasé, explosé ou empoisonné. Tu n'es pas seul. Ouais, c'est vrai. Merci, Rico. Bon, Rico, il n'y a plus que toi et moi en train de faire des ricochets. Et de contempler un coucher de soleil magnifique, mais malgré tout tragique. À toi maintenant. Je suis dans l'incapacité de faire des ricochets. Fais un effort, Rico. On est coincés ici ensemble. Je sais qu'aucun de nous deux n'a envie d'être coincé avec l'autre, mais il va falloir faire avec, d'accord? Si on doit rester ici, autant essayer de rendre ça un peu amusant, d'accord? Et je refuse de jouer à ce jeu tout seul. D'accord. Tu veux bien faire des ricochets pour moi, Chase? Bien sûr, mon pote. J'ai cru que tu te demanderais jamais. Ok, super ricochet, Rico. T'as ça dans le sang. Kepler 452b ressemble vraiment à la Terre. Et à bien des égards, évidents ou moins évidents, c'est le cas. Elle possède peut-être de magnifiques lacs et rivières, mais c'est aussi une planète qui connaît une activité volcanique. Et ce phénomène peut être mortel. Le danger ne vient pas seulement des tremblements de terre et de la lave jaillissant des volcans. Il vient aussi de l'accumulation silencieuse de concentrations élevées de dioxyde de carbone dans les profondeurs d'un lac. Alors, voilà. C'est mon dernier message. Kepler 452b aurait pu être une planète de secours parfaite pour l'humanité. Ici, j'ai vu l'avenir de la Terre. Et c'est... C'était quoi ça?
On dirait que le lac a pété. Niveau élevé de dioxyde de carbone détecté. Ça sent pas le paix. Le dioxyde de carbone est inodore, incolore et extrêmement dangereux pour les formes de vie qui respirent de l'oxygène. Oh zut, c'est moi. Oh non, mon casque. Rico, est-ce que ça va poser un problème? Le dioxyde de carbone, plus lourd que l'air, reste au fond du lac en se mélangeant à l'eau environnante. Si elle est perturbée par un tremblement de terre ou même un petit éboulement, l'eau saturée en dioxyde de carbone peut échanger sa place avec l'eau située au-dessus et exploser à la surface, libérant un nuage mortel de dioxyde de carbone. J'arrive plus à respirer. C'est très douloureux. Niveau d'oxygène critique. Merci Rico, très utile. Pire encore, comme le dioxyde de carbone est lourd, le nuage ne se disperserait pas simplement dans l'atmosphère. Il resterait au sol et formerait une rivière invisible de gaz toxiques qui tuerait tout être vivant respirant de l'oxygène sur son passage. Rythme cardiaque nul. Tu es mort. Je suis désormais seul. Oui, Kepler 452b peut sembler habitable à première vue, mais les apparences peuvent être trompeuses. Cette cousine plus âgée de notre planète est en train de devenir rapidement invivable. Nous devrons chercher ailleurs une Terre 2.0. Par chance, il existe une quantité incroyable d'exoplanètes. Alors, sur laquelle Chase devrait-il mourir la prochaine fois? Eh bien, c'est une histoire pour un autre épisode de « Et si ?»